L'étape suivante, là, on va plus regarder donc leur proposition financière. Ça, c'est un élément important à préciser. Seuls les consultants qui ont atteint la note technique minimale pourront être admis dans la suite donc de la procédure. Voilà, j'ai dit pourront, j'ai pas dit le terme devront. C'est avec tout son sens. Donc, je reviens. Alors, fondé sur la qualité technique et le coût, tous les candidats qui auraient atteint la note technique, si on a mis 70, tous ceux qui auraient atteint 70 en allant, c'est leur proposition financière qu'on va ouvrir. Et qu'on va faire la combinaison. La formule est déjà prévue donc dans le dossier qu'on insère seulement. La combinaison multipliée par 0,60 ou 0,70 ou 0,80 en fonction de ce que vous avez prévu, que vous allez multiplier la note brute que vous avez eue là à la pondération pour avoir une autre note. Et encore, pour calculer maintenant les propositions, les notes financières, il y a également une formule qui permet donc de dire, quand on va ouvrir tous ceux qui ont la note technique minimale, le consultant qui aurait atteint la note, qui aurait donc la proposition financière la moins élevée, a la note de 100. Et les autres, maintenant, on calcule au prorata, donc, à partir donc de lui. Est-ce qu'on s'est compris? Si, par exemple, on a A, B, C, D, et c'est C qui a 15 millions qui est moins 10 ans, 15 millions là, a déjà la note de 100 financièrement. Et l'autre, le suivant, on va prendre, diviser donc par celui, la valeur, on prend la proposition financière de l'intéressé, divisé donc par la proposition financière donc de celui qui est moins 10 ans, divisé donc par la proposition financière donc de l'intéressé. Et on trouvera donc les différentes notes. Après qu'on va pondérer maintenant au 0,3. Si c'est 70 qui est pris ici, au 0,3 pour avoir la note financière. Et ce sont les deux qu'on additionne pour avoir maintenant la note globale. C'est cette note globale qui permet donc de classer donc les consultants, de sorte que c'est le premier qui a eu donc la note technique et la note globale élevée qui va être retenue comme ils l'ont dit pour la suite donc de la négociation. Également sur le budget déterminé. Alors, également, comme je l'ai déjà dit, ça vaut pour tout. Hein. Les notes techniques minimales, là, vaut pour toutes. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de... Comme vous l'aviez dit, c'est le consultant qui aurait atteint la note la plus élevée. Là, on se limite à une note technique. Alors qu'ici, on aurait une note technique, une note financière, une note globale. Ici, ce serait uniquement note technique. C'est la différence déjà avec là. Et c'est le candidat qui aurait donc la note technique élevée qu'on va l'inviter donc pour l'ouverture de la proposition financière. Alors qu'ici, c'est tous les candidats qui ont atteint la note technique minimale qu'on va inviter pour l'ouverture financière. Là, déjà, il y a encore une deuxième différence. Parce que ici, c'est une seule personne qui vient pour l'ouverture donc des prix. Alors qu'ici, le budget déterminé. Au niveau du budget déterminé, c'est la note technique la plus élevée qu'on va inviter pour l'ouverture. Si elle est dans l'enveloppe, on continue. Si elle n'est pas dans l'enveloppe, ça serait donc le deuxième. Voilà. Fondé donc sur le plus bas prix. Bas prix. Fondé sur le moindre coût. Voilà, c'est comme ça. Le terme, c'est comme ça. Sélection fondée sur le moindre coût. Alors, donc, ça veut dire que vous avez copié la réglementation. Oui, c'était un document autorisé. alors, ici, moindre coût. Là, tous ceux qui auront atteint la note technique minimale, là, on va les inviter pour l'ouverture. Et celui qui a le moindre coût, mais bien sûr, après correction. Quand on dit correction, là, il peut y avoir donc des erreurs d'écriture au niveau donc de sa facturation. On corrige ça d'abord, avant donc de classer. Donc, c'est le consultant qui a le moindre coût qu'on va inviter donc pour la négociation. Alors, et ça s'applique généralement pour les missions standards, hein, très faibles, moindre coût là. Voilà. Alors que, par exemple, ici, ça c'est la meilleure méthode, c'est la méthode qui s'applique à tout, qui est le principe. Alors,
Ici, l'administration, c'est sur la qualité que l'administration... Là, et puis là. L'administration mise sur la qualité. Voilà. Mais c'est que la différence entre ça et ça, c'est qu'en plus donc de miser sur la qualité ici, l'administration a un regard sur le montant. Alors que ici, bon, les finances, c'est pas un problème pour l'administration en principe. Les moyens sont là, voilà, les moyens sont là. Non, mais c'est pas risqué. Ici, ça vous permet, vous voyez que ici, quand vous utilisez ici, ce n'est pas dans l'enveloppe, le coût, la qualité a un coût. La qualité a un coût. Ça veut dire que si lui-là, il n'est pas dans l'enveloppe, vous allez l'enlever, vous allez passer au deuxième. C'est vrai que tous ceux qui ont la note minimale requise, tout le monde peut faire le travail, mais à des niveaux différents. Ça, au moins, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est cette méthode maintenant, non, fondée sur la qualité technique. Là, c'est le candidat qui aurait donc la meilleure note technique qu'on va inviter pour la négociation. Ça, on ne regarde même plus les propositions. S'il a la note technique élevée, on l'invite. Même s'il est hors enveloppe, on va négocier, on va aller jusqu'à la négociation. Alors, si on peut aboutir à un contrat, on va contractualiser. Dans le cas contraire, on sera obligé donc de revenir au deuxième. Fondé donc sur la qualification. Voilà, je crois qu'il y a une des questions donc de madame qui a fait que déjà j'avais déjà intervenu là-dessus, qui est spécifiquement pour les consultants individuels, tandis que les 4 autres là, c'est sur les firmes. Voilà. Et aussi pour la consultation directe donc de consultants. On a vu ça, les procédures. Ça, c'est quelle méthode qui va s'appliquer? La consultation directe donc de consultants. Consultation de consultants là. Non, non. La consultation, voilà, l'équivalent donc de la cotation en prestation intellectuelle. Vous aviez ça dans votre réglementation. Hier, c'est vous qui avez fait les seuils là hier, non? Hier, c'est vous qui avez fait les seuils. On a vu l'appel d'offres, les seuils de l'appel d'offres, les seuils de la demande de cotation, les seuils donc de la consultation directe de consultant et les seuils donc de la demande de proposition par manifestation d'intérêt. Voilà. Voilà. Et quoi? Voilà. C'est quelle méthode? Dans demande dans quoi? Consultation donc de consultant. C'est une procédure simplifiée. C'est cette méthode qui c'est. C'est pas la peine, on ne complexifie pas. Ça veut dire tous ceux qui ont la note technique minimale, on regarde dans le moindre coût et on choisit le consultant. Tout comme votre réglementation, tout comme notre réglementation est allée donc dans ce sens. Voilà, ça impose. C'est lorsque nous sommes en demande de proposition qu'on aura maintenant le choix entre ici, ici, ici et ici. Alors que si on est en consultation directe, on s'arrête là. Si on est en consultant individuel, c'est ici uniquement. C'est bon? Je pense que ça nous a permis donc de résumer. L'honneur aux femmes aujourd'hui, pour cela j'ai été mandatée par le groupe 2 pour présenter ce travail. Les étapes des plis à l'examen préliminaire dans le cadre d'un appel d'offres sont à savoir, en première étape, nous avons la mise en place de la commission. En 2, la réception des offres. Avant la vérification des offres, là, il y a la commission, le président de la commission qui doit dresser des candidats, en fait, des soumissionnaires du moins, des soumissionnaires. Voilà. Dresser la liste des soumissionnaires. En 3, la vérification des offres et l'envoi des lettres d'identification aux structures concernées pour les OI par le président de la commission. OI, c'est quoi? Observateur indépendant. Et l'ouverture des plis. Là, il faut savoir que l'ouverture des plis est une séance publique. C'est l'air. Ok, ok. Non, c'est bon.
La séance d'ouverture des plis, elle est publique. Et il faut la présence des candidats ou soit leurs représentants. Le président, les originaux, 1 heure après l'ouverture des plis, qui est transmis à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Ce n'est pas seulement les plis des originaux, et il faut aussi le rapport d'évaluation. Le rapport d'ouverture, du moins, a l'obligation de transmettre les prix, l'original des prix et le rapport d'évaluation à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Cette évaluation pour vous? Oui. Présence des offres et vérifier les pièces justificatives qui accompagnent les offres. Au niveau de la réception? La réception des offres, là. Bon, ok. Je soumets ça toujours à la préliminaire. On n'a pas besoin d'approfondir. Non, dites-nous ce qui doit être fait en. Absolument expliquer la préparation jusqu'à l'ouverture. Mais après ça, la commission doit siéger pour les examens. Pas rentrer en détail. La vérification des documents administratifs. Pour les documents qui sont exigés dans le DAO, est-ce à ce moment-là, ils vont procéder? Les offres, ici, ouverture des plis. On revient ici. Ok. L'examen préalable qu'on va mettre maintenant en place, l'examen des offres techniques. C'est ça. Ça veut dire c'est la hiérarchisation, la classification. Ça veut dire que tel que l'exercice est fait, vous avez fait de là jusqu'à là, on a l'attributaire de votre groupe à ici, on a l'attributaire en matière donc, de fourniture, travaux, services et courants. Alors qu'à partir de seulement, on avait résumé pour les prestations intellectuelles. Alors, ok. Donc, il y a déjà cette classification. Deuxièmement, observation. Sur les derrière aussi peut intervenir. Oui, allez-y. Allons-y directement sur le fond. Donc, s'il vous plaît. Bon, si vous n'êtes pas prêt, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler en attendant que lui se retrouve? S'il vous plaît, on est en retard même. On n'a même pas de temps. Parvenu hors délai. Ok, on continue. Deuxième élément. C'est parce que vous regardez là-bas. Si vous avez des là, est-ce qu'il y a des éléments? Mais quand vous faites et puis vous retournez là-bas, ça vous distrait. Hein? Oui, allez-y. Vous y aviez émis là, qui permet donc à madame même de faire cette observation. Voilà, parce que vous avez mis ici réception, on dit vérification dans des offres. Cette vérification, vérification des offres, c'est la présence faite. En fait, non seulement parce qu'on a dit que qu'avant l'ouverture donc des plis, alors il faut d'abord préalablement convoquer régulièrement donc les membres donc, de la commission. C'est pas le jour J qu'on va les convoquer. Donc au moins 3 jours à l'avance, les correspondances là doivent partir. Pour qu'on vous envoie donc les représentants. Alors, et également, avant donc le jour J, également, il y aura donc certainement la préparation, donc les éléments préparatoires comme la préparation donc d'un modèle de rapport d'évaluation que PRMP ou bien son représentant va déjà préparer pour le rapportage. Alors maintenant, le jour J, la réception. La réception, c'est depuis le premier jour que l'avis a paru jusqu'au dernier jour. Parce que les entreprises ont pris toujours l'habitude de venir en dernière minute, de telle sorte que des fois les acteurs là croient que non, que c'est le dernier jour, à la dernière minute seulement qu'il faut déposer. Même le premier jour que c'est paru là, quelqu'un qui a préparé son pli peut venir déposer. Alors, donc déjà l'autorité contractante va réceptionner donc ces différents plis là, en marquant la date de réception, l'heure et un numéro donc de pli qu'on va classer ainsi de suite jusqu'au dernier jour.
Même les plis arrivés hors délai, vous n'avez pas à la réception le droit donc de dire répartir, il est l'heure. Vous mentionnez seulement le numéro, la date et l'heure. S'il est 10 heures, s'il est 20 heures, vous mettez. Voilà. Et après cette réception maintenant, les éléments, les plis vont être transmis dans la salle de réunion prévue donc dans le dossier d'appel à la concurrence. On a mis l'ouverture des plis se tiendra tel jour à telle heure dans la salle de réunion. Et c'est là-bas qu'on va convoyer et inviter donc tous les candidats qui désirent prendre part là de rentrer donc dans cette salle. S'ils ne sont pas déjà dedans. Voilà. Et cette ouverture, déjà, d'abord, donc, c'est de rappeler donc le contexte, ce que vous avez dit ici, là. Le président fait voilà. Rappeler donc le contexte donc de la procédure. Alors, faire le résumé également donc des critères essentiels. Alors, et également, maintenant pour l'ouverture, vous allez d'abord classer les offres là, du premier au dernier reçu. Alors, et rappeler donc leurs limites. Séparer les plis arrivés hors délai des plis arrivés dans les délais. Seuls les plis arrivés donc dans les délais doivent être ouverts. Mais il y a des cas, même si ça arrive très rarement, que quelqu'un, avant donc la date limite de dépôt donc des offres, il avait préalablement déposé, il vient, il demande une substitution ou bien une modification donc de son offre. C'est possible. Il a déposé ça comme son offre, son pli principal. Par la suite, il vient avec une autre enveloppe. Il dit que le pli numéro 1 que lui, il a déposé là, cette enveloppe qui vient là, c'est une modification donc d'une partie donc de son offre. Et il a l'obligation d'amener cette modification avant la date et l'heure limite donc de dépôt. S'il vient après, ça serait pas considéré, ça serait considéré donc dans les plis hors délai. Alors, il peut même également faire une autre offre en mettant donc dans un autre pli. Venir pour dire que lui, il veut remplacer ce nouveau pli-là par rapport au premier pli. C'est possible, ça arrive. Mais toujours donc dans cette modification ou dans ce changement-là, ça doit intervenir toujours donc dans les délais et à la limite donc de l'heure prévue. Et si c'est ainsi, le président donc de la commission va d'abord commencer donc par les plis qu'on dit substitution, c'est-à-dire changement. En ce moment, on va vérifier ce qui vient comme changement là, on prend ça et on remplace par l'autre. Si c'est substitution, si c'est modification, on va insérer les mettre ensemble. Alors, avant maintenant de commencer les autres. Alors, c'est des cas rares, mais ça peut arriver. Voilà. Alors, au niveau donc après cette étape de l'ouverture donc des plis, alors, c'est les pièces essentielles qu'on lit, qu'on marque, on vérifie donc leur présence ou leur absence devant les candidats. Les pièces essentielles. Alors, et également donc, il y a donc des façons, au moment donc de l'ouverture donc des plis là, il y a donc des comportements de fois qui sont en source de quoi? De recours. Source donc de contestation donc devant l'autorité contractante ou bien devant même le CRDS. C'est de quoi? Par exemple, moi je suis en train d'ouvrir, je fais comme ça, je dis, oh. Je marque une pause comme ça, je fais comme si, je serre ma mine là, comme si je ne suis pas content, après je continue. Vous savez ce que ça vaut? Si par la suite cette offre-là devient être conforme et autoritaire, la manière dont vous vous êtes comporté, ceux qui n'ont pas été autoritaires l'avont dit, le jour même de l'ouverture des plis, le gars n'était pas satisfait donc de l'offre. Mais pourquoi c'est cette offre qui est autoritaire? C'est récurrent. C'est des comportements qu'on ne prête pas attention, mais qui peut influer, qui peut être source donc de... Ou bien dit, ah, lui, l'agrément est expiré. Et par la suite, il fouille devant, ou bien il n'a pas tout fouillé. Il y a le nouveau agrément là, qui est à jour ici. Mais vous l'avez déjà prononcé donc devant les gens que c'est expiré. On ne dit pas que c'est expiré, c'est présence ou absence. À l'ouverture des plis devant les candidats, on ne dit pas qu'on ne juge pas la qualité, mais c'est la présence ou l'absence. Agrément fourni, agrément non fourni. Voilà, pièce administrative sociale, par exemple, fournie, non fournie. Lettre d'engagement, fourni, non fourni, ça s'arrête là.
garantie de soumission fournie ou non fournie. Sinon, si vous commencez à apprécier donc devant les gens, vous allez peut-être donner une mauvaise appréciation. Voilà. Donc, et ça peut créer donc des difficultés. Alors, au niveau maintenant donc de l'évaluation, l'étape, après donc la séance d'ouverture, on va faire le briefing et on donne la parole aux candidats qui souhaitent poser une question en présence donc les membres. C'est possible. Si la question là, généralement, quand ils posent la question, c'est en lien avec... Non, c'est en lien avec le résultat. Il y aura une conséquence sur le résultat. Que, par exemple, sur telle personne, vous n'avez pas vu, est-ce que vous avez vu le tout? Il peut poser une telle question comme ça. Que l'autre n'a pas fourni lettre d'engagement, quelle est la conséquence? Si vous vous dites que l'offre est conforme ou non conforme, c'est dangereux. Vous dites que ces questions-là vont être reversées à la commission d'analyse des offres qui vont en apprécier. Mais vous notez sa question. Qu'un candidat, lors de l'ouverture des plis, un candidat a posé la question à savoir, et puis on met la question, mais on ne dit pas c'est quel candidat. Voilà. Alors, lorsque cette séance est finie, bien sûr qu'on va dresser une liste, comme ils l'ont dit, une liste pour les membres et une liste de présence aussi pour les candidats qui sont présents. Voilà. Et il y a le PV également, donc d'ouverture des plis, qui est dressé séance tenante. Séance tenante, là, même si on n'a pas un ordinateur, on peut dresser à main levée. Voilà. Alors, et tous les membres de la commission présents signent donc le PV d'ouverture des plis. Et ce PV d'ouverture des plis n'est pas un jugement dans des offres, c'est plutôt le constat de ce qu'on a trouvé seulement. Et comme ils l'ont dit, les originaux plus donc le PV d'ouverture des plis est transmis à la direction générale donc, du contrôle, à la structure en charge donc, du contrôle, après donc l'ouverture des plis. Alors, la séance donc de la clôture donc de la séance d'ouverture des plis. Alors, il y a également que vous aviez parlé, je reviens un peu, les observateurs indépendants. C'est un observateur indépendant. L'autre n'est pas indépendant. Il y a deux observateurs. L'observateur donc de l'ARMP que la réglementation a prévu. Là, on a dit observateur indépendant. Mais l'observateur donc qui relève donc de la structure en charge donc du contrôle, lui, la réglementation ne l'a pas appelé observateur indépendant. Bon, c'est des termes, je veux qu'on se colle à ce que la législation a dit. Voilà pourquoi quand vous avez dit les là, j'ai insisté pour que vous dites les pour susciter donc le questionnement. Voilà. Et là aussi, c'est l'autorité contractante qui décide si elle veut, elle va demander donc à ce qu'un observateur indépendant vienne. Sinon, son absence également ne va pas invalider également dans la procédure. Alors, maintenant, dès qu'on a fini cette séance, qui est la deuxième étape maintenant, c'est l'examen préliminaire. L'examen préliminaire consistera à vérifier maintenant, point par point, toutes les pièces là, est-ce que les pièces existent? Est-ce que les pièces sont conformes? Quand on prend par exemple la lettre, la garantie donc de soumission, on a demandé un montant donc de garantie de soumission. Est-ce que le montant est conforme? Est-ce que le délai est conforme? Est-ce que l'objet, c'est notre objet? Est-ce que l'autorité contractante à qui c'est adressé, c'est notre autorité contractante? Voilà, ce sont des éléments comme ça qu'on vérifie. Sinon, on va relever, faire ressortir donc dans le rapport d'analyse, maintenant, le motif qui fait que nous disons que c'est pas conforme. Et c'est comme ça toutes les pièces donc, de tous les soumissionnaires qu'on va faire. Voilà. Et c'est après cet examen préliminaire-là qui va vous permettre donc d'avoir les offres qui sont conformes à cette étape. Et ce sont ces offres conformes à cette étape-là qui vont passer à l'évaluation détaillée. Également, dans l'examen préliminaire, vous allez vérifier est-ce que tout ce que vous avez demandé comme item là, est-ce que l'intéressé a proposé? Voilà. Donc, vous verrez que l'examen préliminaire va trop s'attacher donc sur les éléments, les pièces administratives, comment on appelle ça, l'offre technique de tous les soumissionnaires. Alors que l'examen détaillé va revenir beaucoup plus sur les propositions, les offres financières. C'est bon? Alors, je pense que c'est un peu le thème l'exercice qui nous a été confié portait sur les étapes de l'évaluation détaillée et le contenu de la vérification, de la post-qualification dans le cadre d'un appel d'offres de travaux. Je pense que
le prof a déjà expliqué que la vérification détaillée concerne plus précisément la partie financière de l'offre. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, au niveau de l'analyse détaillée, la première des choses qu'on fait au niveau de l'offre financière, l'évaluation de la conformité de l'offre financière à ce niveau. Donc, la première des choses à faire, c'est la vérification horizontale et verticale des calculs. Cela consiste à quoi? Vous savez, souvent, il y a les bordereaux de prix qu'on met dans les offres. Et dans ce bordereau, il y a les désignations, souvent qui sont mises de façon horizontale, comme ça. Et les quantités, souvent, sont notées. Donc, quand on dit vérification horizontale, c'est quoi? C'est de vérifier que le soumissionnaire en question a respecté les différentes désignations qui ont été données dans le bordereau de prix, parce qu'il y a un formulaire conjoint dans lequel les soumissionnaires remplissent, parce que c'est des modèles qu'on donne. Dans le dossier type, il y a les formulaires. Donc, je disais que la vérification horizontale, il s'agit de vérifier qu'il a respecté les désignations qu'on a données. Et verticale, c'est les quantités, les calculs qu'il a eu à faire. C'est-à-dire, il y a les quantités qu'on a données, 10, 15, 20, voir s'il a exactement respecté ce qu'on a dit. Après cela, on vient au niveau des prix détaillés. On vérifie aussi si les prix qu'il a donnés sont vraiment exacts au niveau des prix détaillés. Vérifier qu'il a rempli tout. Après, on vérifie les prix en lettres, parce que souvent c'est comme ça. Quand on met le montant en lettres, on met souvent aussi, pardon, quand on met en chiffres, on met en lettres aussi. Donc, il faut vérifier la conformité entre les deux. Parce que s'il y a une divergence, on dit qu'on prend toujours le montant en lettres, pas celui en chiffres. Ensuite, après cela, il y a une précision qui est donnée ici. S'il y a erreur ou omission, pour les prises unitaires ne peuvent être modifiées, mais les quantités sont modifiables. Je crois que ça, le prof nous a dit ça ici une fois. Je ne sais pas si on était avec eux ou bien les autres participants. Mais je crois qu'il a donné cette précision, qu'on ne modifie pas les prises unitaires. Pourquoi? Parce que ça peut soit le favoriser ou le défavoriser. Donc souvent même, ça conduit souvent à le favoriser. Si c'est, par exemple, il a mis, disons, 50 000, alors que ça coûte 30 000. Si toi, tu ramènes ça à 30 000, tu as rendu son offre un peu plus bas. Donc, on ne modifie pas ça. Par contre, les quantités, on les modifie. Il a fait une erreur ici. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, c'est ici. La correction des erreurs et omissions pour les offres substantiellement conformes seulement. C'est-à-dire les offres qui ont déjà dépassé cette étape-là. C'est sur ces offres seulement qu'on continue, à ce niveau-là. Donc, à ce niveau aussi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la correction des erreurs. S'il a fait des erreurs de calcul également, on corrige ici. Il y a les formules de correction qui sont dans les différents dossiers types. Les dossiers types de travaux et de fourniture, quand vous vérifiez, il y a des formules qui sont données dedans. Il y a un tableau qui est donné et qui indique les formules de calcul ou de correction des erreurs. Ensuite, correction des sommes provisionnelles. Ça veut dire quoi? Souvent, dans les offres, l'autorité contractante ou le soumissionnaire peut mettre des montants qui ne sont pas réels. Du genre, si, par exemple, le téléphone là coûte 100 000, lui, il met 200 000. Et que nous, on a la preuve, c'est justifié que ce téléphone-là coûte 100 000 francs. Donc, on corrige, mais tout en apportant aussi des justifs, parce qu'on ne corrige pas comme ça juste pour le favoriser ou le défavoriser. Il faut juste apporter des justifs. Après, on a la modification et retrait. Au niveau d'ici aussi, il se peut que l'autorité contractante, ou bien enfin, le soumissionnaire, ait augmenté certaines quantités. Comme je l'ai dit ici, les quantités sont modifiables. Donc, on peut retirer. S'il a mis 50 et que nous, on a demandé 30 ou 60, on retire ici, à ce niveau. Conversion des monnaies. Donc là, on a dit marché de travaux. Le prof n'a pas précisé si c'est appel d'offres national, international. Donc, ici, souvent, si dans les appels d'offres internationaux, il y a les montants en devises qui sont donnés. Donc, à ce niveau, on convertit la monnaie en monnaie nationale. Ensuite, ajustement pour omission. Le soumissionnaire aussi peut omettre
de noter certains critères, enfin, dans son offre financière, là aussi, on corrige. Également, la marge de préférence. Comme je le disais, dans les appels d'offres internationaux, la réglementation nous demande, en fait, c'est pas fait obligation, mais il est demandé souvent, quand c'est un appel d'offres international, de prévoir la marge de préférence nationale. Et cette marge de préférence est calculée sur la base des pourcentages. 7% pour les marchés de fourniture et 15% pour les marchés, non, 7% pour les marchés de travaux, 15% pour les marchés de fourniture. Donc, s'il y a une marge qu'on a prévue, marge de préférence dans le DAO, il faut aussi calculer cette marge de préférence ici. Ensuite, on vient à ce niveau rabais par lot, si le marché est mis à lot. On dit la possibilité d'ajuster l'offre uniquement pour les besoins de l'évaluation des montants pour compenser des non-conformités ou des omissions. Donc là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Il faut également corriger s'il a fait, il a également mis des omissions dans ces montants. Après cela, la troisième partie concerne la vérification post-qualification. Et là également, ça concerne plus spécifiquement les capacités techniques, les marchés similaires. Si, par exemple, comme le prof le disait, à l'ouverture, on constate. À l'évaluation, maintenant, on rentre plus dans les détails. Par exemple, si on a demandé de nous fournir des preuves de l'exécution des marchés similaires, c'est à ce niveau, s'il n'a pas fourni, on dit qu'il n'a pas fourni et ça devient des critères éliminatoires. Souvent, c'est ce genre de critères qu'on vérifie dans l'examen détaillé ici, c'est des critères qui sont souvent éliminatoires. Quand on demande de fournir des marchés similaires, il ne l'a pas fait. Quand on demande de fournir des attestations, des autorisations du fabricant, souvent par exemple si c'est les marchés de travaux ou même les marchés de fourniture, on demande de fournir les autorisations du fabricant. Et souvent ces critères, c'est des critères éliminatoires. Donc s'il ne l'a pas fourni, c'est là on essaie de le noter à partir de là. Il y a également des agréments techniques qu'on demande. Au-delà de ça, il y a... C'est renversé, je ne lis même pas. Il faut faire comme ça. Non, c'est... Ici également, on vérifie les capacités financières. Souvent, on demande aux soumissionnaires de produire un bilan, des lignes de crédit ou bien le chiffre d'affaires. Ça aussi, c'est souvent des critères qui sont souvent éliminatoires s'il ne le fait pas. Au-delà de ça, on dit ici, s'il y a eu préqualification, une post-qualification minimale doit tout de même être effectuée. Parfois, les marchés de travaux sont souvent des marchés qui sont précédés d'une préqualification. Mais ici, ça n'exclut pas la vérification post-qualification. Parce que ces critères-là, on peut les avoir déjà vérifiés en amont. Mais comme on le dit ici, ça n'exclut pas la vérification également à ce niveau. On dit... la dernière partie, si le moins 10 ans ne se qualifie pas, l'offre la moins 10 ans suivante sera considérée pour une vérification a posteriori. Ça, c'est de façon traditionnelle, en fait. Si le moins 10 ans ne se qualifie pas, ou bien parce qu'il y a certains soumissionnaires, quand on corrige leur offre, on leur demande, on le soumet pour vérification, acceptation, certains refusent. Donc, on dit que la réglementation dit que si le soumissionnaire en question n'accepte pas les corrections qui ont été effectuées sur son offre, on a le droit de l'éliminer, de passer au suivant. Donc, c'est la dernière partie. Je vous remercie. Vous avez dit que si le moins 10 ans même n'accepte pas la correction de son offre, alors on va l'écarter et puis passer au deuxième. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on le laisse comme ça partir? C'est la question que moi je voulais vous poser, avant que les autres ne prennent la parole. Qui sont inscrits donc dans le devis quantitatif. Dans le devis quantitatif, il y a désignation, quantité, prix unitaire, prix total. Quantité fois prix unitaire. Donc, on va prendre ce qui est dans le bordereau des prix unitaires, là, les montants en lettres, comparés sur la ligne d'abord. Parce que déjà, il peut se tromper. Ici, c'était en lettres 2000 francs. De l'autre côté, il part mettre 5000. On va mettre les 2000. Ou bien vice-versa. À la suite, prix examen détaillé. Comme madame l'a relevé, on fait juste, c'est comme ça. Et comme ça. Comme ça,
va consister à voir quantité fois prise unitaire est égale à combien. Est-ce que ce que lui il a donné là? N'oubliez pas que généralement, nos entrepreneurs, là, les premiers responsables sont, bon, je ne vais pas dire des analphabètes, mais ne sont pas allés loin à l'école. Voilà, ne sont pas allés loin. D'autres utilisent toujours la machine à calculer comme ça là, pour mettre. Donc, il peut y avoir des erreurs. Alors, mais cette reprise se fait donc sur Excel. On copie seulement le document là, du dossier là, le fichier là, et on met sur Excel et puis on renseigne ces prises unitaires après avoir fait les différentes liaisons. Donc, ensuite, maintenant, après avoir fini quantité fois prix unitaire, on va venir maintenant faire la sommation. Pour voir est-ce que les choux totaux déjà sont bons, est-ce que le total général est bien fait. Donc, comme vous l'avez relevé, vraiment, c'est bien fait. Alors, les erreurs ou omissions, comme entre-temps, je n'ai pas suivi. Alors, mais il y a des cas où il y a des erreurs ou omissions, c'est-à-dire qu'il a renseigné les caractéristiques techniques donc, du montant et il n'a pas, au niveau donc, du bordereau des prix, là, il n'a pas mis le prix concerné. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il l'écarter? Ou bien encore, qu'il a mis le prix au niveau donc, du bordereau des prix unitaires et au niveau donc, du devis, il n'a pas mis le prix. Là, en ce moment, on va juste aller enlever donc, au niveau des bordereaux. Ok. Mais elle a présenté, je pense que sur ce point-là, elle a dû développer. C'est parce que j'étais au téléphone là. Pourquoi vous voulez vous voulez la réponse ou bien vous voulez la réglementation prévoit que, s'il vous plaît, la réglementation prévoit que lorsqu'il y a omission donc de prix, que l'on puisse se référer aux autres, la moyenne donc des prix donc des autres concurrents qui sont techniquement conformes, qu'on prend juste à titre de comparaison qu'on va venir mettre. Ou bien, à défaut, on va se référer à une référentielle donc des prix. Juste pour les besoins donc de comparaison. Ça veut dire que si dans ce moment, à ce moment-là, il a omis au niveau donc des bordereaux des prix unitaires, il n'a pas mis un prix. Et au niveau du truc également, il n'a pas mis de prix. Simplement, ce qu'on va faire, on va aller chercher le prix là pour venir mettre et avoir son prix global. Mais s'il est attributaire, on va enlever ce prix-là. C'est considéré être contenu donc dans les autres items. Voilà. Correction des erreurs ou omission donc des offres substantiellement conformes. Oui, correction des erreurs. Même avait déjà parlé de ça. Les sommes provisionnelles. Alors, il y a des cas où le dossier même a prévu donc des postes PM. Vous voyez, des fois, on dit PM pour mémoire. Voilà, c'est cette partie-là comme ça. Modification ou retrait. Modification ou retrait. Ici. Vous m'expliquez? En fait, cette partie, si par exemple le soumissionnaire a mis des quantités supérieures à ce qui a été demandé? Ok. Parce que les quantités sont... Ok. Ok. Bon, moi je mettais ça tout ça dans l'examen détaillé, puisqu'on va regarder donc les quantités prévues donc par l'administration. Voilà. Donc, pour préciser que, comme elle l'a dit, lorsque l'autorité contractante constate que dans une offre, le candidat ou le soumissionnaire a mis donc des quantités qui sont supérieures ou inférieures à ce qui est demandé, on ne va pas l'écarter. On va juste ramener aux quantités qui sont prévues donc dans le dossier. Puisque là, ça ne concerne pas le prix. Si on prend 10 multiplié par 15 000, le prix unitaire c'est 15 000. Voilà. Conversion en monnaie unique. Alors, la réglementation prévoit que la monnaie, dans le dossier d'appel d'offres, le principe, c'est le franc guinéen. Mais il y a des cas où des parties, donc, lorsque surtout pour les appels d'offres internationales, des entreprises d'autres pays soumissionnent, il y a des parties peut-être donc de la prestation qui peuvent être rémunérées en des monnaies étrangères. Hein. Par exemple, quand on va acquisition et installation d'un équipement, vous n'allez pas de l'usine jusqu'à, par exemple, au port, ça ne peut pas être franc guinéen. Ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, c'est cette conversion-là qu'on va ajouter aux autres parties-là pour avoir donc le montant global donc, de sa prestation. Mais la conversion, c'est le taux de conversion. Le dernier jour, la date limite de dépôt donc, des offres-là. C'est ce jour-là que vous allez regarder donc
le taux de conversion que vous allez appliquer. Voilà, parce que le dernier jour, il est censé déposer son offre là jusqu'au dernier jour. C'est tout ça qu'il a regardé pour soumissionner. Ajustement pour omission, ça j'ai déjà dit, lorsqu'il omet certains prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Marge de préférence. Avec ce groupe-là, on a expliqué ça, non? Ou c'était l'autre groupe? C'était l'autre groupe. Alors, il y a la possibilité donc, de la marge donc, de préférence. Madame a expliqué ça, non? En matière de travaux, le taux, c'est combien? 7%. Et en matière donc, de fourniture, 15%. Vous avez tout donné. Je voulais que l'autre groupe aussi donne. Bon, mais ce n'est pas grave. Comment on applique la préférence nationale? Oui? Le groupe 1. Oui, vous, les autres éléments du groupe 1. C'est bon? 1. Après avoir établi le tableau d'évaluation, on regarde les entreprises nationales. Les entreprises nationales qui sont presque qualifiées par rapport aux autres, on applique la base qu'on se comprenne. C'est les entreprises qui bénéficient